Alors, ça va arriver. Est-ce qu'on est live? Yes, normalement, on est live. Yes, c'est bon, on est live. Je regarde juste sur le groupe, c'est bon? Ouais. Alors, bonjour, bienvenue à toi Valérie. Salut Aurélien. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas sur le groupe à nous faire des petits messages pour montrer que vous êtes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, soit en live, soit aussi en replay. On prendra le temps de les répondre en live s'il y en a. Et en replay aussi, je partagerai ces questions avec Valérie parce qu'il n'est pas dans le groupe. Donc, mettez-nous aussi un petit hashtag live ou hashtag replay, ce serait top. Donc voilà, mon invité du jour aujourd'hui, c'est Valérie. Valérie, on se connaît depuis une petite dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années au Une moins. bonne dizaine d'années. On a été aux études ensemble. Toi, tu étais plus dans les classes supérieures, on va dire. C'est ça. Et en fait, on s'était un peu perdu de vue après les études avec Valérie. On a repris contact récemment et on s'est rendu compte qu'on a eu un parcours assez similaire et que ce serait top. Déjà, on a gardé contact, donc on a peut-être des synergies possibles dans le futur ou au moins peut-être des partenariats. Mais aussi d'un point de vue mindset, état d'esprit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on avait en commun. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ai Valérie dans notre groupe pour qu'il explique un petit peu son parcours, d'où il vient, les challenges qu'il a eus, aussi beaucoup d'état d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont à faire à ça. Donc ça va être le but de ce live. Dis-nous d'abord, explique-moi un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Alors, donc là maintenant, ça fait un an et demi que j'ai cofondé une agence digitale. Mhm. Mon associé et moi, on avait envie de quelque part joindre nos forces. Lui venait plutôt du monde de la finance et du marketing, moi du monde du marketing et des data. Et on avait un petit peu comme tête de pont le branding, le design. Voilà. Après beaucoup de discussions, on a finalement décidé de collaborer voilà, on a monté cette agence où aujourd'hui on travaille aussi bien des aspects de marketing, des aspects de branding, mais aussi des aspects plutôt campagne digitale, ce genre de choses. Mhm. Et dis-moi un petit peu, parce que tu as créé ton agence digitale avec ton partenaire, Ouais. ton associé. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as été salarié avant. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, il faut que j'entreprenne, c'est vraiment une nécessité pour moi d'entreprendre? Alors c'est assez drôle parce que je crois que cette idée-là, je me la suis mise en tête pendant que j'étais étudiant. Je crois que j'étais en première master ou un tout petit peu avant. Donc l'idée était déjà là et il a fallu, je dirais, plus ou moins une dizaine d'années avant que voilà, la maturité soit là et que j'ai envie de concrétiser le projet. Mais donc, en fait, oui, j'ai commencé comme salarié. J'ai travaillé dans diverses entreprises, dans diverses industries, et ceci pendant plus ou moins 10 ans. Mais ce qui a été assez marquant, c'est qu'en fait, tout le long de mon trajet d'employé, sur le côté, j'avais toujours un projet entrepreneurial que je montais sur le côté. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que tu pas lancé directement à faire ta boîte et que tu t'es mis, je me mets salarié, quoi. Alors, moi j'ai été diplômé en 2010. En 2010, c'était les relents de la crise, Mhm. donc l'autre crise. Et en fait, voilà, je crois un petit peu comme tout le monde, ma priorité était de chercher une forme de sécurité et de me dire, voilà, si je me trouve un job directement après mes études, ben, c'est génial et autant ne pas faire la fine gueule, entre guillemets. Mhm. Mhm. Et donc, tu as été salarié pendant combien de temps? Et puis, enfin, dis-nous un petit peu brièvement, pas trop dans les détails, ce que tu as fait. Et Ouais. puis, comment tu as fait pour avoir ce jump de se dire, bah, je crée mon agence? Parce qu'on ne crée pas une agence du jour au lendemain. Ça se construit. Donc, dis-nous un petit peu ton parcours. Oui, tout à fait. Alors, après avoir été diplômé, donc j'ai commencé d'abord dans tout ce qui était investissement immobilier. Moi, je viens d'un cursus école de commerce avec une spécialisation en marketing. Et puis, par après, j'ai suivi d'autres cours en finance. Voilà, on va dire que j'avais pas mal d'atouts de mon côté. Je pouvais m'orienter dans diverses voies. Ouais, j'ai commencé par les investissements immobiliers. Je crois qu'il m'a fallu 7 mois avant de me rendre compte que c'était pas du tout mon truc.
sachant que mon ADN et vraiment mes études de base, c'était plutôt tout ce qui était marketing, et en particulier marketing avec utilisation des données, Mhm, donc algorithmes prédictifs, ce genre de choses. Donc très vite, j'ai cherché à me réorienter dans cette voie-là. Et, mhm, euh, et là, j'ai eu la chance en fait de travailler dans diverses entreprises qui étaient un petit peu comme des boîtes de consultance. Et donc, très vite, on m'envoyait en mission chez différents clients, différentes industries. Et là, ça allait de la finance au retail, au FMCG ou encore automotive. Hein, voilà. mhm, Et alors, un peu plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler comme chef de produit où je travaillais cette fois-ci à fond dans des problématiques marketing, mais toujours pour le compte de clients en fait. mhm, mhm, Et alors, en quelque sorte, sur le côté, plus je montais des plans marketing pour des boîtes, plus je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêcherait de le monter pour moi-même, mhm, du moins pour mon propre compte, et, entre guillemets, d'en faire bénéficier, cette fois-ci, non plus les clients des boîtes pour lesquelles je travaillais, mais mes propres clients. Mais voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc ça, c'est le début de la réflexion. Mais c'est vrai que petit à petit, il y a d'abord une grosse barrière psychologique, je crois, qu'il faut faire tomber, qui est celle de est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je serai capable de? Je n'ai jamais fait de prospection. Est-ce que je vais m'en sortir? Enfin voilà, pouvoir se présenter devant un client, pouvoir défendre son offre, enfin déjà construire son offre, défendre son offre et puis délivrer derrière. Donc, tout ceci en sachant que j'étais employé sur le côté, mhm, c'était autant de barrières, je crois, qu'il était nécessaire pour moi d'abattre d'abord. Et puis, ce qui est assez drôle, comme je disais en début, j'ai toujours eu des projets sur le côté. Donc, que ce soit des projets associatifs ou des projets, des idées de start-up que j'avais envie de lancer. Donc, très vite, j'ai essayé chaque fois de réunir des gens, de réunir des diverses compétences et d'initier des projets, mais qui en soi, voilà, n'étaient pas encore suffisamment mûrs au niveau du projet où les aspects plutôt de collaboration n'étaient clairement pas calibrés. Donc très vite, c'est des projets qui se sont un petit peu éteints d'eux-mêmes. Mais voilà, la démarche entrepreneuriale était déjà là. Et mhm. donc, je dirais, tout ça m'a amené à maintenant, il y a 1 an et demi, 2 ans, où je m'étais dit, j'ai eu cette réflexion par rapport à la sécurité de l'emploi. Euh, donc, traditionnellement, on se dit que être salarié, c'est la sécurité. Et oui, quelque part, on sait qu'on a un salaire qui tombe en fin de chaque mois. Mais je me sentais par contre de plus en plus déconnecté, non seulement avec mes valeurs, mais aussi avec mes aspirations. Mhm. Donc, il y a ce socle psychologique, valeur, savoir exactement qui on est, savoir un petit peu voilà, comment on a envie de monter, de mener les 10 prochaines années, par exemple, de notre carrière. Tout ce genre de questions un peu existentielles se sont un petit peu imposées à moi. Mhm. Et bon, plus j'y trouvais des réponses, plus je me rendais compte que j'étais totalement déconnecté en fait de mon travail, mon boulot d'employé en fait, de salarié. Ouais, c'est pour ça qu'on a le thème de cela qu'on a mis en décalage avec le monde du travail. Et c'est vraiment cet état où tu sentais que tu n'étais plus à ta place, quoi. Tu sentais qu'il Ouais, y avait besoin de faire autre chose et que il fallait que ça change. Tu étais donc dans cette démarche de il- quels sont mes choix, quelles sont mes options. J'explore, je réponds à chaque fois à mes questions, j'avance. Et puis, tu as débouché sur l'entrepreneuriat avec tes amis, quoi. c'est ça. Donc il y a vraiment ce moment où, en fait on se dit, dans mon cas, après 10 ans de carrière, que j'ai appris pas mal de choses. Euh, dans une certaine mesure, j'essaye de pousser un maximum les idées, les projets, parce que je me rendais compte qu'il y avait aussi une dimension créative qui était très importante pour moi et qui montait de plus en plus. Mais bon, c'est là qu'on se heurte aussi quelque part au cadre dans lequel une entreprise essaye de nous placer et qui, dans une certaine mesure, est normal parce que voilà, dans une grande entreprise, tout n'est pas possible, mais
il y a aussi ce moment où il faut être quelque part honnête avec soi-même et se rendre compte que on est arrivé quelque part aux limites de ce qu'on pourrait développer pour le compte d'un employeur et que maintenant, en fait, il est temps de se lancer. Mhm, mhm. Dans les gens avec qui je parle, c'est souvent aussi, je ne sais pas si c'était ton cas, le manque de reconnaissance ou bien se sentir vraiment limité dans son potentiel. On a l'impression de pouvoir faire beaucoup plus pour avoir plus d'impact, mais on se sent limité parce que soit il y a des problèmes de budget, soit parce que c'est un peu le manager des spots ou bien le manager qui a toujours raison. Il y a parfois des choses comme ça qui peuvent aussi arriver. Mais clairement, il y a un peu de tout ça. Alors à nouveau, moi, je pense qu'il faut jamais diaboliser non plus nos expériences passées. Ouais. Mais par contre, c'est clair, comme je disais, à un moment, on se heurte en fait. On voit son potentiel augmenter, on voit les choses vers lesquelles on voudrait s'orienter, mais on se rend compte aussi que c'est pas forcément la direction dans laquelle euh, notre entreprise veut aller. Et donc à ce moment-là, effectivement, ça peut être tour à tour un manager un peu despote ou le potentiel qui est limité. Donc effectivement, ouais. Mhm. Et dis-moi un petit peu, donc tu as commencé à monter l'agence et donc tu as fait ça en parallèle. Tu peux nous Oui. expliquer cette période un petit peu pour dire, pour montrer un petit peu aux autres ce que c'est de pouvoir d'entreprendre avec un travail en parallèle. Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est clair, c'est que je crois qu'il faut être un petit peu fou dans sa tête. Dans le sens où j'avais un emploi plein temps avec quand même pas mal de responsabilités et ben, tout simplement je me suis dit ok, mon emploi de jour ben, c'est on va dire de 8 à 17, 8 à 18 et j'ai ma deuxième partie de journée pour travailler sur mon projet. Night Donc shift. pardon. Le night shift. Voilà, le night shift. Et en fait, la grande chance que j'ai eue, et ça c'est un autre élément important, mais sur lequel on reviendra certainement, mais c'est de rencontrer quelqu'un qui est devenu mon associé, mais qui partageait exactement la même vision. Donc, j'étais pas tout seul dans mon coin à me dire que j'allais travailler soirée, week-end et jours fériés, mais Mhm. j'avais un associé qui en faisait de même, et en fait qui le faisait déjà de son côté avant qu'on se rencontre. Mhm. Donc effectivement, c'est beaucoup d'organisation dans le sens de déjà au niveau du travail pour son employeur, de bien comprendre ben, quelles sont les parties entre guillemets qu'on peut automatiser, comment est-ce qu'on peut gagner du temps et finalement faire le travail, je dirais, d'une semaine en moins de temps que nécessaire. Et donc, quelque part, dans un premier temps, ça libère déjà du temps simplement pour réfléchir. Euh, Poser son projet éventuellement par écrit si nécessaire, mais déjà bien se demander comment on va s'y prendre, ce qu'on veut offrir, à qui on voudrait l'offrir. Donc toutes ces questions qui sont finalement assez fondamentales quand on veut démarrer son business. Ben on se libère déjà du temps pour ça. Et puis progressivement, donc justement, soirée, jour férié, c'est commencé à se lancer tout doucement en contactant des gens, en regardant un petit peu qui on a dans son Mhm. réseau direct, parce que c'est généralement un des moyens les plus rapides et les plus faciles pour démarrer quelque chose. Et voilà, c'est organiser des rendez-vous dans des bars, parce que fatalement, au tout début, on n'a pas des bureaux. Et ça, c'est ce qu'on a fait ouais, pendant quasiment 6 mois, en fait. Mhm. Donc, et ce qui est assez drôle, c'est que là aussi, il y a une barrière qu'on pourrait se mettre, qui est celle de croire qu'aucun client ne voudra nous rencontrer si on n'a pas des bureaux, si on n'a pas Mhm. déjà pignon sur rue. Ben, c'est totalement faux. Je ne compte pas le nombre de meetings qu'on a fait dans des bars, dans des cafés, dans des restos. Donc, non seulement ben, ça nous permettait de tester notre business, tester nos idées, mais en plus, on passait un moment agréable avec nos prospects qui, par après, sont devenus des clients. Mhm. Il y a souvent cette histoire il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, notamment sur ce groupe ou ailleurs. Ouais, Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours l'idée. Pas toujours l'idée parce que soit ils pensent, il y a peut-être de l'estime de soi, de la confiance en soi, qu'ils n'ont peut-être pas les compétences ou pas assez d'idées, pas quelque chose d'innovant, ils ont besoin d'avoir l'idée du siècle. Pour toi, quel a été est-ce que ça a été une évidence pour toi de faire une agence digitale, une agence marketing, ou bien est-ce que il y a eu un gros travail derrière de réfléchir?
OK, voici mes compétences, ouais, et voici comment je peux les exploiter. J'ai identifié un problème d'une entreprise, un besoin, des attentes. Je vais réunir tout ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton processus? Alors, ce qui est très drôle dans mon cas, c'est comme j'ai dit, moi j'ai fait toute ma carrière dans le marketing et monter une agence marketing était le dernier truc que je voulais faire. Et ceci pourquoi? Parce que je me disais que le marketing est une discipline qui évolue tellement vite et en plus, bah, j'avais cette perception qu'il y avait aussi tellement d'agences marketing que si moi je venais et que je créais mon agence, ça serait une de plus noyée dans la masse et donc pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Donc j'ai passé, je crois, quasiment 3-4 ans à tester tour à tour différents projets et voilà, donc j'ai eu des projets de créer des applications, à d'autres moments de travailler plutôt dans la consultance un peu plus en freelance, mais jamais la dimension agence marketing. Et en fait, quand j'ai rencontré mon associé, c'est assez drôle parce que on ne s'est plus vraiment posé de questions là-dessus. Il y avait surtout ce côté, quelles sont les compétences que nous, on peut mettre en commun. Mhm. Et en fait, on s'est dit de façon très très simple, on va commencer à parler autour de nous et on va simplement écouter le marché. Et dans un premier temps, à faire de manière très limitée, on va dire qu'on est capable de répondre à peu près toute demande qui s'adresserait à nous. Mhm. Euh, voilà, entre nous, on parle souvent qu'on a un peu cette démarche cow-boy dans le sens où, voilà, quand on veut se lancer, on, sauf si on a une idée très très claire de ce qu'on veut faire, on a certainement un socle de compétences, mais par contre, on n'a aucune idée de comment ces compétences pourraient être délivrées Mhm. et comment elles pourraient être packagées dans un service ou dans un produit. Et donc, la meilleure façon de le découvrir, c'est certainement en discutant autour de nous, en discutant auprès d'amis, de familles, et puis, ben, comme je disais, du réseau. Et oui, c'est comme ça qu'on a eu en fait nos premières discussions avec des clients, enfin, des prospects qui sont devenus des clients par après. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est surtout le fait de générer des discussions. Et c'est en C'est ça. parlant avec les prospects que tu as eu, les gens qui étaient autour de toi, où tu as pu identifier, je suppose, des problèmes. Et c'est là où tu t'es dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Ça fait 5 fois que je l'entends. On va construire un truc. Il y a aussi le fait que ce que tu as dit, c'est important, c'est que tu as l'impression qu'il y a beaucoup d'agences marketing sur le marché. C'est vrai, peut-être qu'il y en a beaucoup, mais c'est un bon signe. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a de la demande et qu'il va falloir trouver se démarquer de manière de la concurrence avec des valeurs ajoutées en plus, je pense. Mais ouais, et justement pour rebondir sur ce que tu dis, pour donner peut-être un exemple plus concret, ce qui est assez drôle, c'est que à un moment, au moment où le GDPR rentrait en vigueur, donc la réglementation sur tout ce qui est protection des données, Mhm. au moment où ça rentrait en vigueur, je m'étais dit que j'allais faire une spécialisation là-dedans. Donc, j'ai suivi une formation et une certification. Et alors, voilà, je me suis dit, si un jour quelqu'un me demande des conseils GDPR, ben, je vais commencer tout simplement par donner du conseil Mhm. GDPR. Donc, comme quoi, on était quand même assez loin du marketing. Et de façon assez ironique, il y a eu effectivement ben, une première demande dans ce sens, Mhm. mais très vite, ce qui était à la base juste 1 heure de travail GDPR est devenu une mission marketing parce que ben, très vite, je me suis rendu compte avec ben, le prospect qui avait beaucoup plus de dimensions sur lesquelles il fallait travailler pour vraiment travailler l'aspect GDPR. Et en fait, très vite, cette personne m'a dit, mais écoute, moi je suis complètement bloqué au niveau marketing, est-ce que tu pourrais m'aider là-dedans? Et ça a été le début de l'histoire en fait. Mhm. Mhm. Ouais, c'est sympa. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'une des dernières personnes que j'ai invitées dans les interviews, c'était une personne qui s'est lancée comme freelance Ok, dans tout ce qui est enfin, juriste, propriété intellectuelle, GDPR. Elle a lancé son activité. Sophie Evrard, je la taguerai ici et je te donnerai son contact aussi. ok, C'est intéressant parce que on va dire que c'est une activité qui est en général où c'est difficile de se lancer comme indépendant, c'est plus dans un cabinet. Et là, elle ouais, a réussi, elle développe son activité, c'est vraiment génial. c'est ça. Euh, et j'avais une autre question pour toi. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi dans ce process de création d'entreprise, de création d'activité? Vraiment, est-ce que je dirais
Est-ce que c'est une peur, un blocage? Est-ce que c'est la légitimité? Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner? Tu vois, qu'est-ce qui était vraiment le plus dur? Alors, c'est un peu tout ce que tu viens de citer, mais premier point de départ, c'est quand on décide de raccrocher le tablier et, de son job d'employé et qu'on se retrouve un mois plus tard face à soi-même, face à la réalité entrepreneuriale. Je crois que c'est le premier vrai moment de prise de conscience où on se dit, est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que je devrais pas me rechercher un autre travail d'employé ou voilà. Donc, je crois que ça, c'est un des premiers obstacles qu'on pourrait rencontrer et par rapport auquel il faut quelque part se battre. C'est se dire que si on a fait ce choix, on l'a fait pour des bonnes raisons et donc se raccrocher à ces raisons. C'est là que c'est aussi important, je dirais, d'avoir un socle de valeurs et un socle d'objectifs assez clairement définis parce que tout le long du trajet entrepreneurial, on va chaque fois se raccrocher à ça dans les moments de doute, parce qu'il y en a et il y en a beaucoup. Mhm. Et dans les moments qui sont peut-être un peu plus difficiles, un peu plus secs, je dirais, en termes de prospection, etc. Donc, c'est clairement à ça qu'il faut se raccrocher. À côté de ça, c'est se rendre compte aussi très vite que on a par exemple une expertise, mais qu'au-delà de cette expertise, c'est aussi développer d'autres dimensions, comme par exemple la dimension commerciale. Euh, Moi, je me considérais comme plutôt bon dans ma dimension marketing, mais voilà, je n'ai pas forcément été vendeur pour autant. Donc, découvrir les aspects commerciaux, rédiger une offre, la présenter, défendre cette offre, et puis alors après, développer aussi tous les aspects communication Mhm. avec le client, parce que bien plus que simplement faire son expertise dans son coin, il y a ce processus assez fréquent, certainement dans un travail d'agence, de maintenir la relation avec le client. Et ça, c'est voilà. Tout Ok. ça, ce sont des choses à apprendre sur le tas. Et alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est de trouver du temps. Parce que quand on est un petit peu sur ces différents pôles, ces différentes casquettes, il faut aussi trouver du temps pour continuer à se former. Parce que comme je le disais tantôt, le marketing est une discipline qui évolue très très vite. Et donc, oui, si on veut continuer à être à jour, il n'y a pas de, il y a pas de choix, faut continuer à se former. Donc, on devient son propre RH, son propre commercial, on devient expert dans sa discipline et faut être capable de jongler avec ces différentes casquettes tout le long du trajet. Ouais. Mhm. Tout à fait, c'est complètement d'accord. Et en fait, quand on commence à entreprendre il faut constamment avoir cette capacité Aussi. d'ajustement de son business, d'ajustement de ses compétences, d'ajustement en fonction des besoins du client. Donc, qu'on soit freelance, qu'on soit entrepreneur, peu importe, il faut avoir cette capacité-là. Et justement, c'est pour justement appuyer ce que tu viens de dire. Mais oui, je le disais juste avant, on a, donc avec mon associé, on avait un peu cette démarche cow-boy au tout début, de se dire qu'on accepte à peu près toutes les demandes qui arrivent. Et en fait, très vite, un autre défi qui s'est posé à nous, c'était d'arriver à se dire, quels sont maintenant le petit lot d'activités dans lequel on veut Le core vraiment business, ouais. se présenter, ce qui va être notre core business et en fait ce qu'on va commencer à brander et à diffuser vers l'extérieur. Mhm. Et donc voilà, ce processus d'ajustement, on le fait au fur et à mesure des clients parce que tantôt on va avoir un client qui va nous demander un site web, tantôt ça sera plutôt travailler la marque et à d'autres moments c'est purement de la stratégie marketing. Et donc, voilà, tour à tour, je dirais qu'il nous a fallu quelques mois avant de bien cibler à la fois ce que notre marché voulait et ce qui nous éclatait en termes de fourniture de services. Mhm. J'en profite, je vois que tes petits Dan nous regardent et Cindy, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour Valérie. J'ai une question pour toi maintenant qui change un peu de sujet. C'est est-ce que tu penses, c'est plus du mindset, est-ce que tu penses qu'on devient entrepreneur du jour au lendemain? Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Dis-moi un petit peu ce que tu penses de ça.
Alors, je ne dirais pas qu'on est entrepreneur, mais par contre, quand on est appelé à être entrepreneur, on le sait en général très très tôt. Mhm. Et ça peut être de manière complètement inattendue. Moi, je crois que j'avais 9 ans quand j'ai su qu'un jour, je montrais quelque chose. Je me rappelle, je jouais avec un vieil enregistreur de mes parents et je m'étais dit que j'allais monter mon label de musique. Je crois qu'il ne faut pas chercher de lien entre le vieil enregistreur et le label de musique, mais voilà, dans ma tête, à 9 ans, il y avait quelque chose d'assez fort, d'assez clair à ce niveau-là. Mais voilà, ça n'est que quasiment une bonne dizaine d'années plus tard que j'ai activé, je dirais. Ça bloque. Je sais pas si ça bloque chez moi ou chez lui. Est-ce que tu nous entends? Ça bloque un peu. Ça bloque. Tu m'entends? Moi, c'est bloqué chez moi. Attends, ça va se connecter. C'est bon. C'est là. Ok. Tu Ouais, m'entends? ouais, on Il y a eu s'entend. un bug. Il y a eu un bug. Peu importe. C'est pas grave. Mais voilà. Donc, je sais pas où je t'ai laissé, mais donc, en gros, ce que je disais, c'est que par rapport à ta question, que ces dimensions entrepreneurs, je l'ai su assez tôt, donc vers l'âge de 9 ans. Un peu plus tard, donc une bonne dizaine d'années plus tard, ben, j'ai donné naissance, je dirais, à mon premier projet entrepreneurial en créant un label de musique. Et je crois que ce que j'ai vécu en lançant cette aventure-là Mhm. était tellement vertigineux que pour moi, c'était une évidence que tôt ou tard, je me lancerais. Mhm. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que, comme je l'ai expliqué, il y a, une fois qu'on a terminé ses études, il y a ces dimensions en sécurité de l'emploi. Donc, le temps, je dirais, de grandir en maturité, d'avoir des idées aussi plus claires de ce que je veux faire. Euh, Finalement, toutes ces années que j'ai passées n'ont été que de l'apprentissage pour le moment où j'allais me lancer. Mais Ouais, donc, pour ouais. moi, j'aurais tendance à dire, entrepreneur, c'est quelque chose qu'on active, c'est quelque chose qui a démarré déjà depuis longtemps en soi, mais qu'on active voilà, quelques années beaucoup plus tard, par exemple. Mhm. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le monde du travail est en cours de changement? Parce que on voit en lisant les journaux, des articles, en regardant des documentaires, on voit que les gens, déjà, ils changent beaucoup plus d'entreprises qu'auparavant. Par exemple, nos parents, ils restaient plutôt 30, 40 ans dans la même entreprise, tandis que les générations d'aujourd'hui, même nous, c'est 3, 4 ans, là, on change d'entreprise. Et puis, on voit que les employés, les gens, ils recherchent plus le bien-être, plus de sens, même parfois au détriment de l'argent. Est-ce que tu penses qu'on est dans un shift de mentalité, de modèle de travail par rapport à avant? Alors, oui, certainement. Et à mon avis, on est dans un shift de mentalité ou un shift au niveau du marché du travail, au moins sur deux dimensions. La première, c'est du côté des employés. Euh, je pense que les employés commencent de plus en plus à s'écouter, Ouais. à se faire confiance et à rechercher ce qui fait sens pour eux. Mais ce qui leur permet d'avoir un certain alignement par rapport non seulement à leurs objectifs, leurs envies, leurs valeurs. D'un autre côté, on voit aussi un shift au niveau plutôt des entreprises. C'est très difficile. Donc moi, je me rappelle à l'époque, c'était très difficile de créer une stratégie qui dépassait les 6 mois, tellement que les choses évoluaient très très vite. Mhm. Les entreprises sont quelque part obligées de devenir de plus en plus agiles, de plus en plus flexible et le business sur lequel elles pouvaient avoir fondé leur succès peut en fait très très vite être dépassé. Et donc j'ai assisté à des boîtes dans lesquelles j'étais et j'ai vécu ce stress de l'intérieur de voir ma boîte changer de stratégie quasiment tous les 3 à 6 mois Mhm. et en fait virer des gens à tour de bras parce qu'en fait, voilà, il y a des fonctions, il y a des postes qui n'étaient plus nécessaires par rapport à cette nouvelle stratégie. Donc, je pense que par rapport à tout ça, la résultante, c'est que
chaque personne qui peut-être aujourd'hui est dans son poste d'employé, qu'elle se sente en sécurité ou non, devrait de toute façon au moins se poser cette question déjà personnelle de cet alignement. Est-ce qu'elle se sent alignée par rapport à sa boîte? Est-ce qu'elle se sent alignée par rapport aux valeurs de la boîte et par rapport à la conduite du business? Et si tel est le cas, ben, très bien. Si par contre, par rapport à ces questions, il y a beaucoup de non ou beaucoup de je ne sais pas, c'est peut-être le moment voilà, de faire le bilan de ses propres compétences, de ses propres aspirations et de voir ce qu'on pourrait offrir à l'extérieur. Mais ça, c'est une vue très subjective. Je pense qu'en soi, on est fondamentalement tous, d'une certaine manière, appelés à être entrepreneurs. On n'est peut-être pas tous appelés à créer des grandes structures, des grosses agences ou ce genre de choses. Mais par contre, on a tous, à mon sens, la capacité de proposer des services ben, à son prochain. Mhm, mhm, tout à fait. Et pour rebondir aussi sur ça, des exemples aussi plus concrets, c'est qu'on voit que, par exemple, des petites structures, des petites boîtes, par exemple, certains clients avec qui on travaille, eh bien, la manière dont ils travaillent avec leurs employés ou leurs prestataires est complètement différente qu'il y a 20 ans. Je te donne un exemple. On travaille avec une start-up qui est dans la comptabilité. Et donc, nous, on est leur prestataire de marketing. On se trouve en Belgique et à Moscou. La cliente, elle est au UK. Sa OK. community manager, elle est basée à Madagascar. Et son prestataire YouTube Ads, qui parle français et anglais, il est situé à Budapest. C'est Tu vois, ça. donc on voit une façon de travailler où il y a des entreprises maintenant qui bossent entièrement avec des freelances parce qu'elles vont chercher des compétences ultra spécialisées, des compétences qu'elles ne peuvent pas avoir en interne parce que parfois elles n'ont pas la nécessité d'embaucher, enfin, c'est pas nécessaire d'embaucher quelqu'un pour quelques heures. Et donc, elles préfèrent aller chercher des gens, des compétences ultra spécialisées, des gens qui se forment, qui sont hyper motivés, qui ont envie d'avoir des résultats. Et donc, elles vont chercher. Et donc, on se retrouve avec des modèles d'entreprise où il y a le cœur de l'entreprise, où il y a 3-4 personnes qui tournent, mais où il y a plein de gens autour qui viennent alimenter en termes de compétences. Donc, c'est ça qui devient super intéressant. Ben, on est exactement dans ce modèle-là, en fait, dans le sens où il y a au moins deux raisons pour lesquelles c'est un modèle que je trouve vachement efficace. La première raison, c'est que on n'a aucune idée de comment, en tout cas au tout début, on n'a aucune idée de comment le business va évoluer. Et donc, d'un point de vue purement gestion d'entreprise, ça n'a pas de sens de se mettre des charges sur les épaules si c'est pour après dire à son employé qu'on va le virer 6 mois plus tard parce que l'entreprise ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Donc, effectivement, démarrer avec pas mal de freelance, ça peut être une très bonne idée et ça permet de gagner en souplesse. Toujours dans ces dimensions où on ne sait pas toujours, surtout dans un business d'agence, la direction dans laquelle on veut aller, ça permet en fait, au fur et à mesure des demandes, au fur et à mesure du marché qui se présente à nous, de voir les spécialités dont on a vraiment besoin. Et Mhm. donc, par ce genre d'association, de partenariat, il est possible de délivrer au plus haut niveau de qualité. On a un client qui est super content, qui est super satisfait, et puis qui commence à nous recommander. Et alors, au fur et à mesure que tout à la fois notre marché évolue, mais aussi ben, la renommée d'une entreprise qui s'établit, ben, à ce moment-là, on peut commencer à vouloir intégrer des personnes un peu plus comme employés. Mhm. Donc ça, c'est au moins une raison. Une deuxième raison est que finalement, quand on croit dans ce modèle que tout le monde est appelé quelque part à être entrepreneur, est-ce que ça a encore du sens de monter des structures où on embauche une armada d'employés, par exemple? Ouais. Parce que moi, j'y vois une autre dimension qui peut être intéressante à développer, c'est de se dire qu'on a un objectif commun qui nous unit tous, qu'on soit voilà, un petit noyau avec des freelances, mais se dire par contre qu'il y a des valeurs peut-être à développer, qu'il y a peut-être la possibilité de développer d'autres personnes et de se développer au contact des autres. Et ce qui est aussi une façon de continuer en fait son apprentissage et de progresser. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Si tu devais dire quelles sont les trois choses, les trois facteurs clés, tu sais, enfin deux, trois si tu les trouves, qui t'ont permis d'arriver là où tu en es, est-ce que c'est la chance, le réseau, une formation spécifique, une personne, un livre?
Dis-moi un petit peu. Alors, premièrement, pour moi, certainement la détermination. Alors, ça Mhm, peut paraître un peu des lieux communs, mais mhm, c'est essentiel. mhm, Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout moment, on peut avoir envie d'abandonner parce que des difficultés, ben, ils s'en posent tout le long du trajet d'entrepreneur. Donc, il faut certainement de la détermination et de l'audace. Parce que on s'est rendu compte en se lançant qu'il y a énormément de connexions, énormément de gens, énormément d'opportunités qui se sont posées à nous, mais qu'on n'aurait jamais eu si on ne s'était jamais lancé ou qu'on aurait tranquillement fait son business case dans son coin en attendant que les chiffres soient parfaits. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est le réseau. Parce qu'au tout début, on a besoin certainement que des gens fassent notre propre pub. Et je le disais aussi en tout début, parler de son projet, parler de ce qu'on veut faire autour de soi, c'est une chose essentielle parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura envie d'en parler à son propre réseau et quelque part créer des ponts. Et alors, la troisième chose, je dirais, c'est là à nouveau, ça peut paraître très bateau, mais pourtant c'est essentiel, c'est d'avoir un socle, que ce soit famille, amis, petits copains, petites copines, donc vraiment un réseau proche de gens qui est là pour nous soutenir et qui est là pour nous donner les moyens aussi de se lancer dans cette aventure. Moi, je suis un cas assez atypique dans le sens où quand je me suis lancé, ben, j'étais papa de 2 enfants, de mhm, 2 petits bouts, et je venais d'acheter ma maison. Donc, habituellement, on se serait dit que c'est pas les Pas le meilleur circonstances moment. idéales c'est pas le moment pour lancer quoi que ce soit au niveau entrepreneurial. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma femme, mais aussi ma famille un peu plus élargie, qui était là aussi pour quelque part nous soutenir. Mhm, mhm, top. Raconte-moi un peu tes ambitions et tes objectifs pour le futur de ton agence. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, elle a grossi à quelques employés. Dis-nous un petit peu déjà la taille et puis vos objectifs futurs. Alors, ici, nous, on est à 6 ou 7. Mais comme je le disais, on travaille avec une grosse base de Ouais. freelance aussi, chaque fois qu'on a besoin d'une spécialité donnée. Et alors, à côté de ça, on a un réseau d'experts un peu plus externe. Et là, c'est des compétences beaucoup plus pointues. Donc, par exemple, dans tout ce qui est sciences cognitives, intelligence artificielle Mhm, ou tout ce qui est data management. Et donc là, dépendant des projets qui se posent, alors on fait appel à l'une ou l'autre de ces expertises. Et donc ici, les ambitions que mon associé et moi nourrissons pour le futur, c'est certainement de continuer à grandir non seulement par euh, les projets qu'on fait, sachant que dans notre business, on a cette philosophie de faire des projets qui sont assez forts de bout en bout pour nos clients, donc depuis l'idée jusqu'à l'implémentation. Donc, c'est grandir de plus en plus par le portefeuille de clients, mais grandir aussi au niveau des gens avec lesquels on travaille, s'adjoindre d'autres spécialités et certainement déjà d'ici la fin de l'année de pouvoir envisager au moins 2 personnes supplémentaires dans l'équipe. mhm, mhm, Et alors, peut-être aussi simplement grandir en notoriété, parce que voilà, aujourd'hui, on est encore une petite agence, on se débrouille pas mal, on fait des choses très sympas qui sont super appréciées par nos clients, mais voilà, on a tout autant besoin de grandir qu'un freelance ou qu'une plus grande agence. mhm. Ok, super. J'ai deux dernières questions pour toi. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une personne, que ce soit dans tes proches, dans tes connaissances, un entrepreneur, un auteur, un politicien, j'en doute, qui t'inspire ou qui t'a inspiré pour te lancer ou qui t'inspire au quotidien dans ce que tu fais? Alors, il n'y en a pas un en particulier. Donc, il n'y a pas un entrepreneur en particulier, mais il y en a plusieurs, parce que chacun ont montré soit euh, un aspect de gestion, de conduite d'entreprise qui m'inspire pas mal, ou qui ont montré une façon en fait de tout simplement se lancer dans
un business qui est tout aussi inspirant. Donc voilà, pour ne citer que, il y a certainement Steve Jobs, en quelque sorte, il y a quelque part Elon Musk, pour ce côté, je dirais, assez audacieux, Mm. de se dire, voilà, je caricature, mais le côté, et si je montais une marque de voiture, et si je créais ma propre société spatiale, voilà, donc des projets sur lesquels habituellement on aurait envie de se dire, mais c'est pas possible parce qu'il nous faut l'expertise, etc. À côté de ça, d'autres personnes qui m'inspirent, c'est pas forcément des gens célèbres, mais c'est tout simplement d'autres entrepreneurs qui ont quelque part eu cette audace et cette volonté de porter leur projet, de porter leur idée jusqu'à concrétisation. Et donc là, ce sont des entrepreneurs d'agences ou de business qui fonctionnent très bien, mais qui sont tout aussi modestes. Euh, et puis alors après, il y a, je dirais aussi des gens comme Oussama Anmar, si tu connais, donc The Family, ouais, le créateur des Family. voilà, le fondateur de Family, qui m'a beaucoup inspiré ben, voilà, quand je me formais à l'entrepreneuriat, par rapport à cette vision et cette façon de réfléchir très froide et très terre à terre de ce qu'est un business et de comment il faut le mener. Donc voilà, c'est un peu cet ensemble de choses qui m'a Oui, inspiré. ouais, tout à fait, c'est assez inspirant ces conférences qu'il fait sur le net. C'est Et ça. dernière question pour toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui est salariée ou bien qui est au chômage, qui veut se reconvertir, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut dans le freelancing ou qui veut créer une agence, mais la personne, elle doute, elle a des petites peurs. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? De commencer à parler de son projet autour d'elle. Euh, c'est normal d'avoir des doutes. Les validations, quelque part, je suis assez partisan de croire qu'elles viennent du marché plutôt que de soi-même. Alors, soit, comme je disais, on a une idée et on est convaincu et on fonce. Si par contre on a des doutes, ben, commencer par parler du projet autour de soi, c'est déjà une bonne étape. Et alors, ben, qui sait, dans ce cheminement, il se peut qu'on trouve les associés, qu'on trouve des personnes qui ont parfois peut-être l'audace qu'on n'a pas et qui, quelque part, vont oser pousser, je dirais, le navire euh, quand nous, on n'ose pas le faire. Donc, certainement en parler et puis commencer par vraiment travailler son réseau. Et ça, il n'y a pas d'heure pour le commencer, il n'y a pas de bon moment. Ça peut se faire très clairement quand on est employé. Ouais. Super. Eh bien, c'était super instructif. Ceux qui regarderont cette interview en replay, n'hésitez pas à nous laisser des questions en dessous ou nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et je pense pour toute la communauté sur le groupe d'avoir la valeur ajoutée que tu nous as apportée, ton point de vue. C'était vraiment excellent. Merci à toi. Merci à toi également. Ciao, ciao. Ciao, ciao.